Hello les potos, j'espère que vous êtes prêts à avoir des frayeurs à la japonaise. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec The Grudge, la Maison des Ténèbres. Alors cette fois-ci le film a été réalisé par Nicolas Pesce, alors qui est un tout jeune réalisateur puisqu'il a réalisé actuellement 2 longs métrages si on exclut The Grudge. Il y a eu tout d'abord The Eyes of My Mother et il y a eu aussi Persing. Les acteurs, tout d'abord on a Andrea Riseborough dans le rôle du détective Muldoon. Alors elle on l'a vu dans Oblivion aux côtés de Tom Cruise. Elle est aussi dans un film nommé Mandy et dans Burden aux côtés de Forest Whitaker. La deuxième actrice, c'est Lynn Shay dans le rôle de Faith Matheson, et elle est connue comme étant Magda dans Marie à tout prix, la colocataire vieille et un peu cradingue de Marie justement. Elle est aussi dans le film Dumb and Dumber, et elle est aussi dans la saga des Insidious. Le dernier, c'est John Cho qui joue le rôle de Peter Stevens. Et lui, il est particulièrement connu puisque c'est celui qui a pissé sur la tête de Stifler dans American Pie 2. Il est aussi dans Total Recall, Mémoire programmée, et il est un rôle assez important dans Star Trek de J.J. Abrams. Voilà pour le casting de base, on passe au pitch du film. Alors en fait, on se retrouve en 2004 à Tokyo avec une jeune femme qui s'appelle Fiona et qui quitte précipitamment son travail dans une maison. Et en fait, on comprend qu'elle quitte son travail parce que cette maison est habitée par un esprit. Arrivée chez elle en Pennsylvanie, en fait, elle va se rendre compte que cet esprit frappeur l'a suivie. 2 ans s'écoulent, le détective Muldoon et son collègue sont appelés sur une scène de crime, ils vont s'y rendre et en fait ils vont se rendre compte que cette scène de crime est liée à la maison de la fameuse Fiona, d'il y a 2 ans en arrière, donc de 2004. Voilà, c'est vraiment le pitch du départ, je vous en dis pas plus, on passe maintenant à la critique des acteurs. Et je commence bien évidemment avec Andrea Riseborough. Pour être très très honnête, je trouvais en fait qu'elle était assez mono émotion quoi. Elle a l'impression qu'elle est tout le long du film étonnée ou apeurée. À aucun moment en fait elle inspire la calme, elle inspire vraiment le fait d'être résolue. Voilà, vraiment elle est tout le temps en train de faire des têtes toujours. Alors je sais pas si encore une fois c'est Nicolas Pesce qui lui demande d'être toujours avec cette gueule là. Autant des fois ses émotions vont super bien avec le contexte de l'action, autant des fois je trouve elle en fait peut-être un peu trop quoi. Et du coup je trouve elle était pas mauvaise, mais elle était très loin d'être très très bonne, on va dire ça comme ça. Lin Shay, alors elle pour le coup elle a un rôle qui pour moi actuellement est un peu trop à la mode dans le cinéma. C'est vraiment, elle a un rôle de femme un peu déséquilibrée, un peu chelou quoi, le genre de vieilles dames qui font vraiment les boules. Et du coup elle le fait vachement bien, ça on peut pas lui enlever, elle le fait vachement bien, mais c'est peut-être un personnage ou un style de personnage qu'on voit un peu trop s'étend. Et du coup oui elle joue bien, mais voilà, c'est pas un personnage surprenant et malgré qu'elle le fasse bien, bah voilà. Et John Cho, alors lui pour le coup il a vraiment un personnage assez lambda. Je trouve que c'est un personnage du coup assez dans lequel le spectateur peut vraiment se projeter parce que c'est un agent immobilier dans le film. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, c'est pas important en fait, c'est un agent immobilier, enfin toujours est-il que c'est un agent immobilier lambda, voilà, un gars normal. Et il le fait assez bien et moi ça m'a surpris parce que c'est vrai que John Shaw, moi je l'ai pas beaucoup vu, on le voit pas beaucoup, c'est vrai. Et la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était dans un American Pie. C'est vous dire ce que Star Trek, je l'ai pas vu pour le coup. Mais de le voir dans un film d'horreur, il se démerde plutôt pas mal. Honnêtement, il se démerde plutôt pas mal. Son personnage est assez lambda, mais encore une fois, voilà, c'est ce qu'on veut finalement pour un film d'horreur, c'est pas avoir des personnages avec des super pouvoirs, des machins comme ça, hyper space. Donc il le fait assez bien. Mais après, dans l'ensemble, le casting du film total, euh, il est plutôt correct, sans être non plus exceptionnel. Quand on passe, maintenant on passe au tout ce qui est déco et accessoires. Alors la déco. Alors bien évidemment, comme le nom l'indique, c'est la maison des ténèbres, donc forcément bah, ça va être vraiment le pilier central de l'intrigue, ça va être la fameuse maison de Fiona. Et j'avoue que je trouve hyper classique euh, la manière dont elle est présentée, la manière dont elle est traitée cette maison. J'ai eu franchement par moments, grâce au jeu de lumière qu'a utilisé Nicolas Pêche, de voir la maison de l'exorciste.
C'est-à-dire vraiment une maison éclairée depuis, quand on est à l'intérieur, éclairée, il y a des vitraux jaunes, et du coup ça donne une espèce de couleur un peu jaunâtre, un petit peu comme ça, puis c'est tout sombre. C'est vraiment le genre de maison de hantée qu'on voyait dans les années 80, 90, même 70. Les maisons hantées vraiment avec des lumières qui rentrent comme ça un peu jaunes et ouais, c'était... Alors, c'est pas moche, c'est pas mal fait, mais c'est banal quoi. Je veux dire, c'est vu, c'est du classique. Les accessoires, pareil. Bien évidemment, comme je vous dis, c'est un micro, enfin c'est pas un micro spoil, mais vous le savez, il y a un esprit dans le film et forcément on va le voir en version matérialisée cet esprit. Et pour le coup, le costume de l'esprit, bah non, j'ai pas trouvé génial. Au contraire, je trouve que le costume qu'ils lui ont fait à cet esprit-là dans le film s'éloigne énormément de l'esprit qu'on voit dans les premiers The Grudge. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que le film The Grudge perd son identité à cause de petits détails comme ça. Concernant la mise en scène, pareil, c'est hyper académique, c'est hyper scolaire. Dans le sens où, par exemple, on a une scène, je vous donne un exemple, il y a une scène où, genre, le détective Muldoon va se rendre à un endroit, puis elle est pas bien. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire pour marquer bien ce mal-être? Hop, il pleut à verse, quoi, mais il pleut à mort, quoi. Vraiment comme dans les films où, pour comment dire, matérialiser un mal-être du personnage, on fait jouer la météo dessus. C'est hyper scolaire. Mais bon, encore une fois, je peux pas dire que c'est faux, c'est juste, mais c'est déjà du vu et du revu. Euh, pour les angles de caméra, c'est pareil, c'est très scolaire, il n'y a rien de surprenant. Par exemple, quand un personnage, je vous donne un exemple, se cache dans une armoire, on va avoir le fameux gros plan de son visage, de son profil, avec en arrière-plan le fond du placard sombre. Et évidemment, là, il va y avoir le scare jump où l'esprit va sortir de là. Voilà, je trouve que tout est très, même dans la réalisation, même dans la mise en scène, même dans le cadrage, tout est hyper classique, hyper scolaire, quoi. Ça fait vraiment un petit peu genre film, premier film d'un réalisateur qui voilà, vient de sortir de l'école du cinéma, puis il applique ce qu'on lui a appris. Il n'y a aucune audace en fait. Voilà, il n'y a aucune audace dans la manière de filmer, la manière de mettre en scène l'histoire. Quand on passe maintenant au scénario, en fait, ce qui est cool dans le scénario, en fait, il a un défaut et il a une qualité. Sur, sur le fond, l'histoire est assez inintéressante. Et quand moi j'ai vu personnellement les trois premiers, donc j'ai vraiment vu la version japonaise Ju-On, ensuite The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, The Grudge 2, et celui-là. Il me manque juste le troisième en fait que j'ai pas vu. Et en fait, je trouve que l'esprit de l'histoire et l'esprit justement, et même l'âme de l'esprit du film, typique du film, il a été beaucoup perdu dans ce film-là. Donc l'histoire en soi n'est pas très intéressante, elle est assez banale, je trouve que c'est un peu anecdotique comme histoire, mais là où c'est sur la forme, où c'est raconté, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, l'histoire raconte trois histoires parallèles, enfin pas parallèles justement, mais qui se suivent, et qui, dans un premier temps, on n'a pas l'impression qu'elles sont liées, puis au fur et à mesure, il y a des petits détails qui vont lier ces trois histoires-là. Et ça, c'est vachement sympa parce qu'un film d'horreur en général, c'est très basique, hein. Il y a un début, il y a une fin, c'est dans le temps, enfin, il y a une temporalité et fini. Là, non. Là, on commence en 2004, on fait en 2006, hop, on retourne en 2004, on va en 2005, ça bouge dans tous les sens. Et au fur et à mesure, on a des petits éléments qui s'imbriquent. Et ça, c'était vachement bien joué de la part de Pêche, d'essayer d'apporter cette petite originalité. Le problème avec ça, avec ce système-là, ça m'emmène à l'élément suivant, c'est qu'il y a plein d'éléments de l'intrigue qui ne sont soit pas logiques, soit inexpliqués. Et du coup, moi je suis sorti du film, je me suis dit purée, mais en fait il s'est passé ça, 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 mais c'est pas logique. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui joue pas, il y a quelque chose... Voilà, c'est ça le gros problème. En fait, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, ou alors il a dû enlever des scènes qu'il fallait pas enlever. Du coup, au montage, il a... Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Alors, c'est pas grave, au fond, sur l'intrigue, ça ne change pas grand-chose. Mais quand même, voilà, on se pose des questions en sortant. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et après, je vais quand même un petit peu parler des systèmes d'angoisse, de peur, hein, les systèmes utilisés, parce que dans les films d'horreur, il y a toujours des mécanismes. Voilà, les mécanismes, encore une fois, sont très classiques. C'est du scare jump. C'est plus de l'angoisse, alors que The Grudge, à la base, c'est quand même un film angoissant, plus que des films où c'est vraiment que du scare jump.
Voilà, c'était des petits détails comme ça où je me suis dit, purée, on dirait pas The Grudge, quoi, en fait. C'est ça qui m'a déçu de ce film-là, au niveau scénaristique, c'est que j'ai pas retrouvé The Grudge. Et puis je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc maintenant, on va passer directement aux cascades et aux effets spéciaux. Alors, les cascades, quand je parle de cascades ici, bien évidemment, vous n'allez pas avoir des cascades de nouveau, hein, de films d'action. Quand je parle de cascades ici, je vais plutôt parler des mises en scène, par exemple, des morts. Parce que oui, il y aura des morts, hein. C'est un film d'horreur, il y a forcément des morts. Et alors, autant il y a des morts qui sont juste dégueulasses, en fait, dégueulasses, pas mal faites, mais crades, voilà, elles sont dégueulasses, elles sont gore. Et du coup, pareil, je trouve que ça enlevait ce côté grudge. Autant d'autres, les scènes, enfin au niveau artistique, les scènes comme elle est filmée, comme elle est mise en scène, elle était intéressante. Elle n'était pas ouf, mais elle était intéressante. Franchement, elle n'était pas dégueulasse. Et justement, ces scènes de mort, à ce moment-là, provoquent une réelle angoisse. Donc, c'est pour ça que je dis que non seulement c'est très scolaire, mais en plus c'est très inégal dans la manière de voir que la vision de Nicolas Pêche n'est pas régulière dans sa façon de voir les choses. C'est ça. Tantôt il nous fait du gore, tantôt il nous fait des trucs plus angoissants. Et moi je m'attendais plus à l'angoissant. Donc voilà, au niveau des cascades, je voulais parler surtout de ça et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Au niveau des effets spéciaux, alors des effets spéciaux numériques, il faut savoir qu'il y en a très peu et heureusement. Parce que pour le peu qu'il y a, on voit que c'est de la synthèse et malheureusement quand on voit que c'est de la synthèse, c'est moche, ça fait très téléfilm, tout de suite téléfilm. Donc heureusement il y en a peu, c'est plus des costumes, c'est plus grâce à des jeux de lumière qu'on réussit à créer des choses comme ça, avec des angles de caméra évidemment. Donc c'est assez old school et ça c'est cool, mais c'est trop classique. C'est ça le problème. C'est que le système utilisé est classique et la manière de filmer est classique. Voilà, tout est trop classique, tout est trop attendu. Donc du coup, aucun scare job, en tout cas pour moi. Donc voilà, les effets spéciaux sont, je vais enfin finaliser avec ça, les effets spéciaux sont plutôt old school. Les effets spéciaux numériques utilisés à bon escient, mais pas maîtrisés. Et les costumes, j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans la partie déco et accessoires, pas terrible, terrible quoi. On passe maintenant à la BO. Alors, honnêtement, la musique est très, très, très présente, même trop présente. Vraiment, il y a des moments donnés où ça peut durer pendant une partie du film, pendant 25 minutes, vous avez une musique de fond qui est assez forte en plus et assez violente en fait. Alors, elle n'est pas mauvaise, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Je suis pas tombé amoureux de cette BO perso. Et je trouve que des fois, encore une fois, le gars il s'est trop emballé, il a trop mis de musique partout et je trouve que ça gâche certaines scènes, la musique. J'adore quand il y a une belle BO, mais il faut savoir aussi des fois la mettre de côté. Donc voilà, la BO mitigée quand même. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de The Grudge, la Maison des Ténèbres? Alors, pour ceux qui ont vu les premiers The Grudge, surtout la version japonaise, Ju-On, je vous le conseille pas. Parce que c'est très anecdotique, parce que ça s'éloigne énormément de l'esprit de The Grudge, des premiers, et puis parce que voilà, c'est pas un film qui mérite vraiment de se déplacer au cinéma pour le voir. Après, pour ceux qui n'ont jamais vu les autres, c'est un film d'horreur. Vous n'avez pas vraiment besoin de voir les précédents en réalité, mais c'est normal, un film d'horreur qui passe, peut-être, allez, peut-être c'est un jour, il y a un petit rabais au cinéma où on vous invite, et puis qu'il n'y a pas d'autre choix, vous prenez ça et ça passe. Mais c'est pas l'énorme film d'horreur de ouf qui vous dresseront les poils sur les bras, quoi. C'est bof, quoi. Franchement, c'est bof. Donc voilà, j'ai fait le tour de la critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein, vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi spiritualiser le petit pouce et partager la vidéo avec vos proches. On va maintenant passer à la partie spoil pour ceux qui veulent pas savoir, pardon. Je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le tout premier point que je voulais mettre en avant, voilà, tout à l'heure je vous ai parlé des meurtres très gore et les meurtres plus angoissants. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans le film, à un moment donné, dans la maison de Fiona, il y a des nouveaux propriétaires qui arrivent, ce sont deux personnes âgées, et la vieille dame, elle commence à être possédée par l'esprit que Fiona a amené du Japon,
et elle tue son mari. Et en fait, on voit pas ça, mais on voit qu'elle se coupe les doigts juste derrière. Vraiment, elle se tranche les doigts, elle fait des petites tranches, quoi. Et c'est hyper gore. Alors que quand c'est Peter Stevens, donc John Cho, lui c'est l'agent immobilier, il va visiter la maison, petit à petit il se fait posséder par l'esprit de la maison, et à un moment donné il va tuer sa femme avec une paire de ciseaux. À la différence de la vieille qui tue son mari, lui il va tuer sa femme, on va rien voir de comment il va le faire. On va juste le voir en face de sa femme, il va se retourner, on va entendre un chut, un cri, et la femme morte. Et j'ai trouvé que la manière de filmer comme ça, plus subjective, moins, comment dire ça, moins figurative, donnait un côté beaucoup plus angoissant. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un mec devant sa femme, hop, on voit qu'il avance vers elle, fin, on voit la femme étendue par terre avec du sang, et lui, en fait, il s'est noyé, il s'est suicidé en se noyant dans sa baignoire. Et juste de voir cette scène en silence, je la trouve tellement mieux réussie que de juste voir une vieille dame qui se coupe les doigts après avoir enfoncé une fourchette dans le cou de son mari. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de petites différences qui font qu'une scène est réussie et une autre peut-être un peu moins. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était justement le fameux collègue du détective Muldoon, hein, donc c'est Goodman, c'est son collègue, c'est un autre flic. Et lui, je trouve que c'est un personnage qui malheureusement n'est pas assez mis en avant dans ce film, puisqu'en fait, lui, il a suivi les meurtres, parce que Fiona, hein, au tout début du film, je vous dis, elle tue sa fille, elle tue son mari, elle se tue. Et en fait, c'est l'esprit de la fille qui suit tout le long du film. Quand sa mère tue la petite fille devient le nouvel esprit vengeur. Et donc, sur cette enquête-là, Goodman, donc le collègue de détective Muldoon, avait participé à l'affaire, mais on n'en sait pas plus. On parle plus du collègue de Goodman à l'époque qui avait aussi été avec lui sur cette affaire-là, qui est devenu fou. Et je trouve que ce Goodman, c'est normal parce que c'est dommage, qu'on n'entende pas plus parler de lui, qu'on n'approfondisse pas le personnage, parce qu'il sait beaucoup de choses de ce qui s'est passé en 2004, en 2005 et en 2006. Et qu'au final, en fait, il est plus passif dans le film que réellement actif, et il n'apporte pas réellement de l'information directement à propos de l'intrigue. Et je trouvais que c'était un personnage qui était intéressant, mais très mal exploité. Le troisième point que je voulais mettre dans les spoils, c'était justement pour parler de ce fameux esprit dans le design. Vous voyez, je pense, pour ceux qui ont vu The Ring, la gueule de la gamine je crois qu'elle s'appelle Tamara ou quelque chose comme ça, enfin bref. C'est vraiment la gamine avec les cheveux noirs, et voilà. Dans The Grudge, celui-là, c'est une gamine avec des cheveux noirs en avant, une petite robe. C'est The Ring, c'est la même créature, le même esprit que The Ring. Et je trouve ça dommage, parce que si vous regardez les premiers The Grudge, c'est pas du tout ça les esprits. À la base, c'est une femme avec avec des longs cheveux noirs, avec des voiles blancs, puis un petit garçon. Mais c'est des fantômes, c'est des esprits. Et là, franchement, j'ai trouvé que ça ressemblait. J'avais l'impression de regarder un The Ring, en fait. Un The Ring 40. Mais voilà. Vous voyez, dans le design, il y avait vraiment quelque chose qui avait été perdu par rapport au précédent. Le dernier point, c'est bien évidemment la fin bien pourrie du film. Puisqu'à la fin, le détective Muldoon, étant donné qu'elle est rentrée dans la maison à un moment donné dans le film, en fait, elle s'est fait posséder par l'esprit. Et le seul moyen qu'elle trouve pour se débarrasser de cet esprit qui la hante, c'est de brûler la maison de Fiona. Sauf que elle va brûler la maison, machin, à la fin, on a la fameuse petite scène de tous les films d'horreur des bad endings, on va dire ça comme ça, des bad ends, où finalement elle déménage, elle refait sa vie, elle va mieux, son fils va bien, machin, et poum, on voit de nouveau l'esprit de la gamine. Voilà, cette espèce de bad end de film d'horreur, ça m'a un petit peu, voilà, je m'attendais à ça, quoi, parce que tous les films d'horreur finissent comme ça. Enfin bref, j'ai fait le tour des 4 points, j'espère qu'ils vous ont plu, il y a beaucoup de choses à découvrir du film, mais c'est ceux que je voulais vraiment mettre en avant. Si vous avez aimé cette partie, comme le reste de la vidéo, vous savez déjà quoi faire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.